Chapitre 4 Les philosophes de la nature. Rien ne naît du néant. Quand sa mère entra du travail dans l'après-midi, Sophie se balançait dans le jardin et tentait d'établir un lien entre le cours de philosophie et Hilde Moller-Knag, qui ne recevrait jamais la carte d'anniversaire de son père. « Sophie !» cria sa mère de loin. « Il y a une lettre pour toi !» Elle tressaillit. Elle avait déjà été prendre le courrier tout à l'heure. Ce ne pouvait être qu'un coup du philosophe. Qu'allait-elle dire à sa mère? Lentement, Sophie quitta la balancelle et alla chercher sa lettre. « Il n'y a pas de timbre. Je parie que c'est une lettre d'amour. » Sophie prit la lettre. « Tu ne l'ouvres pas ?» Que répondre? « Tu as déjà vu quelqu'un ouvrir une lettre d'amour devant sa mère, toi ?» Tant pis. Autant la laisser croire ce qu'elle voulait. Sophie se sentait terriblement gênée, car elle était aux antipodes de recevoir une lettre d'amour. Mais cela aurait été finalement encore pire si sa mère avait su qu'elle recevait par correspondance des cours de philosophie de la part d'un inconnu qui, de plus, jouait au chat et à la souris avec elle. C'était une de ces petites enveloppes blanches. Arrivée dans sa chambre, Sophie lut 3 nouvelles questions sur le bout de papier à l'intérieur. Existe-t-il un principe premier dont tout découlerait? L'eau peut-elle se transformer en vin? Comment la terre et l'eau peuvent-elles devenir une grenouille vivante? Sophie jugea d'abord ces questions passablement farfelues, mais elles lui trottèrent dans la tête toute la soirée. Le lendemain à l'école, elle reconsidéra les 3 questions les unes après les autres dans l'ordre. S'il existait un principe premier dont tout découlerait, à supposer qu'il existe bel et bien une matière à l'origine de tout ce qui se trouve sur Terre, comment expliquer qu'elle puisse prendre la forme d'un bouton d'or, ou pourquoi pas celle d'un éléphant? La même remarque s'appliquait à la 2e question. Sophie connaissait certes l'histoire de Jésus qui transforma l'eau en vin, mais elle ne l'avait jamais prise au pied de la lettre. Et si Jésus avait malgré tout réussi à changer l'eau en vin, c'était justement un miracle, c'est-à-dire normalement quelque chose d'impossible. Elle avait beau savoir que le vin contient beaucoup d'eau, comme c'est le cas de toute la nature. Si un concombre était à 95% formé d'eau, il fallait quand même qu'il y ait autre chose pour que ce soit justement un concombre et pas seulement de l'eau. Quant à cette histoire de grenouille, son professeur de philosophie semblait avoir une prédilection pour les grenouilles. Sophie acceptait à la rigueur l'idée qu'une grenouille était formée de terre et d'eau, mais dans ce cas, la terre ne pouvait pas être constituée d'une seule matière. Si la terre était composée de différentes matières, alors on pouvait bien sûr imaginer que l'alliance de la terre et de l'eau produise une grenouille. Sans oublier de passer par l'œuf de grenouille et le tétard. Une grenouille ne poussait pas comme ça dans le potager, même si on arrosait très consciencieusement. Quand elle revint de l'école cet après-midi-là, une grosse enveloppe l'attendait dans la boîte aux lettres, et Sophie alla l'ouvrir comme les jours précédents dans sa cabane. Le projet du philosophe. Ah, te revoilà. Nous allons tout de suite examiner la leçon du jour sans passer par les lapins blancs et autres préliminaires de ce genre. Je vais te brosser à grands traits la façon dont les hommes ont réfléchi aux problèmes philosophiques de l'Antiquité à nos jours. Mais chaque chose en son temps. Du fait que les philosophes vivaient à une autre époque, et peut-être dans une toute autre culture que la nôtre, il n'est pas superflu d'essayer de définir le projet de chaque philosophe. Pour cela, nous devons tenter de cerner les centres d'intérêt spécifiques du philosophe. Tel philosophe peut s'intéresser à l'origine des plantes ou des animaux, tel autre à l'existence de Dieu ou à l'immortalité de l'âme. Une fois ce projet clairement défini, il devient plus facile de comprendre la démarche de chaque philosophe. Car un philosophe ne s'intéresse pas à toutes les questions philosophiques à la fois. Je dis un et non une philosophe, car l'histoire de la philosophie est jalonnée par des hommes. Les femmes ont été opprimées en tant que femmes et aussi comme êtres pensants. C'est dommage, car de cette manière, nous avons perdu beaucoup de précieux témoignages.
ce n'est qu'au XXe siècle que les femmes ont enfin pu prendre une place dans l'histoire de la philosophie. Tu n'auras pas de devoir à faire à la maison, en tout cas, pas de problème difficile comme en mathématiques. Quant à la liste des verbes irréguliers en anglais, j'en ai vraiment rien à faire. Je te donnerai tout au plus un petit exercice d'application de temps à autre. Si tu acceptes ces conditions, on peut commencer. Les philosophes de la nature. Les premiers philosophes grecs sont souvent appelés les philosophes de la nature, parce qu'ils s'attachaient avant tout à la nature et aux phénomènes naturels. Nous nous sommes déjà interrogés sur l'origine du monde. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui pensent que quelque chose est né, pour ainsi dire, du néant. Cette pensée était loin d'être répandue chez les Grecs. Eux soutenaient, pour une raison ou pour une autre, qu'au contraire, quelque chose avait toujours existé. Comment tout avait été créé à partir du néant ne constituait pas le fond du problème. Par contre, les Grecs se demandaient comment l'eau pouvait se transformer en un poisson vivant, la terre inanimée faire pousser de grands arbres, et le ventre de la femme donner vie à un petit enfant. Les philosophes avaient sous les yeux les changements perpétuels de la nature. Mais comment les expliquer? Comment la matière pouvait-elle changer de nature et devenir quelque chose de complètement différent? Par exemple, quelque chose de vivant. Les premiers philosophes croyaient qu'il existait une substance élémentaire à l'origine de toutes ces métamorphoses. Difficile de savoir comment ils en vinrent à cette idée, mais une chose est sûre. Ils développèrent la conception d'une substance élémentaire dissimulée derrière chaque forme créée dans la nature. Il devait y avoir quelque chose à l'origine de tout, et vers quoi tout retournait. Les diverses réponses auxquelles aboutirent les premiers philosophes ne doivent pas trop retenir notre attention. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles questions ils posaient et quel type de réponse ils espéraient trouver. Il s'agit donc de nous concentrer davantage sur leur manière de penser que sur le contenu exact de leur pensée. Nous pouvons affirmer qu'ils s'interrogeaient sur les changements visibles au sein de la nature. Ils essayaient de formuler quelques lois naturelles éternelles. Ils voulaient comprendre les événements qui se produisaient dans la nature sans avoir recours aux mythes qu'ils connaissaient. Donc, étudier avant tout la nature elle-même afin de mieux comprendre tous les phénomènes naturels. C'était autre chose que de rendre les dieux responsables de la foudre, du tonnerre, de l'hiver ou du printemps. Le philosophe se libéra peu à peu de la religion. On pourrait dire que les philosophes firent les premiers pas vers un mode de pensée scientifique et furent les précurseurs de ce qui allait devenir la science de la nature. Avec le temps, les philosophes de la nature nous ont laissé peu de traces de ce qu'ils ont dit ou écrit. Le peu qu'il nous reste nous a été transmis par Aristote, qui vécut quelques siècles après eux. Aristote se borne à résumer les conclusions auxquelles étaient parvenus ces philosophes, ce qui ne nous permet malheureusement pas de comprendre comment elles y sont arrivées. Disons que le projet des premiers philosophes tournait autour du principe premier et de ses métamorphoses au sein de la nature. Les trois philosophes de Milet. Le premier philosophe dont nous ayons entendu parler est Thalès, originaire de Milet, qui était une colonie grecque en Asie mineure. Il voyagea beaucoup. On raconte, entre autres, qu'il calcula la hauteur d'une pyramide en Égypte, en mesurant l'ombre de celle-ci au moment précis où l'ombre de son propre corps coïncida avec sa taille réelle. Il aurait également prédit une éclipse de soleil en 585 avant Jésus-Christ. Thalès pensait que l'eau était à l'origine de toute chose. Nous ne savons pas au juste ce qu'il entendait par là. Peut-être voulait-il dire que toute vie naît dans l'eau et que tout retourne à l'eau en se désagrégeant. Se trouvant en Égypte, il a dû voir que la décrue du Nil laissait les plaines du delta fertiles.
Peut-être a-t-il également constaté que les grenouilles et les vers de terre sortaient dès qu'il avait plu. Il est en outre probable que Thalès ait observé l'eau se transformer en glace ou en vapeur avant de redevenir de l'eau. On prête à Thalès l'affirmation que tout est rempli de Dieu. Là encore, on ne pourra jamais savoir au juste ce qu'il entendait par là. Était-ce d'avoir vu cette terre de couleur noire être à l'origine de tout, de la fleur au champ de blé en passant par les insectes et les cafards? Il pensait en tout cas que la terre était remplie de minuscules germes de vie invisibles. Rien à voir en tout cas avec les dieux de Homère. Le deuxième philosophe que nous connaissons est Anaximandre, qui lui aussi vécut à Milet. Notre monde n'était, selon lui, qu'un monde parmi beaucoup d'autres, et comme eux, avait son origine et sa fin dans ce qu'il appelait l'infini, c'est-à-dire l'illimité. Difficile de dire ce qu'il entendait clairement par là, mais il ne s'agissait en aucun cas d'un élément connu comme chez Thalès. Il voulait sans doute exprimer l'idée que ce qui est à l'origine de tout est différent de ce qui se crée. Le principe premier ne pouvait donc pas être tout bonnement de l'eau, mais bien quelque chose d'infini. Le troisième philosophe de Milet s'appelait Anaximène, environ 570-526 avant Jésus-Christ. Lui prétendait que l'air ou le brouillard était à l'origine de toute chose. Anaximène connaissait évidemment la doctrine de Thalès à propos de l'eau. Mais l'eau, d'où venait-elle? Selon Anaximène, l'eau devait être de l'air concentré. Nous observons l'eau sortir de l'air quand il pleut. Quand l'eau est encore plus concentrée, cela devient de la terre. Sans doute avait-il vu la glace fondre et se décomposer en terre et sable. Dans le même ordre d'idées, le feu n'était pour lui que de l'air raréfié. Tout, la terre, l'eau et le feu, avaient pour seule origine l'air. Il n'y a pas loin de la terre et de l'eau aux plantes qui poussent dans les champs. Seule l'union de la terre, de l'air, du feu et de l'eau permettait de créer la vie, devait-il penser tout en restant convaincu que l'air ou le brouillard était à l'origine de la chaîne. Il rejoint la doctrine de Thalès en affirmant qu'une substance unique était à la base de toutes les formes dans la nature. Rien ne naît de rien. Les trois philosophes de Milet pensaient qu'il existait seulement une substance unique à l'origine du monde. Mais comment une seule matière pouvait-elle prendre autant de formes différentes? Nous appellerons cette question le problème du changement. Vers 500 avant Jésus-Christ, vivaient quelques philosophes dans la colonie grecque d'Élée en Italie du Sud, et ces éléates débattaient ce genre de questions. Le plus connu d'entre eux était un certain Parménide, environ 515-450 avant Jésus-Christ. Selon lui, tout ce qui existe a toujours existé. Cette pensée était fort répandue chez les Grecs. Pour eux, rien de plus normal que ce qui existe au monde soit éternel. Rien ne naît de rien, estimait Parménide. Ce qui n'est pas ne peut pas non plus devenir quelque chose. Mais Parménide alla plus loin que les autres. Pour lui, il n'y avait pas de réelle transformation. Rien ne pouvait devenir autre chose que ce qu'il est. Il était bien conscient que la nature offrait des formes en changement perpétuel. Ses sens percevaient comment les choses se modifiaient. Mais sa raison lui tenait un autre discours. Et quitte à choisir entre les sens et la raison, il préférait se fier à sa raison. Tu connais l'expression « ne pas y croire avant de l'avoir vu de ses propres yeux » ? Eh bien, pour Parménide, tout ça, c'est du vent. Les sens, selon lui, nous donnent une fausse image du monde, une image qui ne correspond pas à ce que dit la raison. Son travail de philosophe consista à mettre en évidence la trahison des sens sous toutes ses formes. Cette foi inébranlable dans la raison de l'homme, cela s'appelle le rationalisme.
un rationaliste, est celui pour qui la raison est la source de toute connaissance au monde. Tout s'écoule. À la même époque que Parménide vivait Héraclite, environ 540-480 avant Jésus-Christ, qui, lui, était originaire d'Éphèse, en Asie mineure. Que tout change constamment de forme, tel était, selon lui, le trait caractéristique de la nature. Nous pouvons peut-être avancer que Héraclite faisait plus confiance au sens que Parménide. Tout s'écoule, dit Héraclite. Tout est en mouvement et rien n'est éternel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas descendre 2 fois dans le même fleuve. Car quand je me baigne la 2e fois, le fleuve a changé, et moi aussi. Héraclite mit aussi l'accent sur les oppositions inhérentes au monde. Si nous n'étions jamais malades, nous ne saurions pas ce qu'est la santé. Si nous ne souffrions jamais de la faim, nous ne connaîtrions pas la joie d'avoir assez à manger. S'il n'y avait pas la guerre, nous n'apprécierions pas la paix à sa juste valeur. Et si l'hiver n'existait pas, nous ne pourrions pas assister à l'éclosion du printemps. Le bien comme le mal ont leur place nécessaire dans l'ordre des choses, selon Héraclite. Sans le jeu constant entre ces contraires, le monde n'existerait plus. Dieu est le jour et la nuit, l'hiver et l'été, la guerre et la paix, la faim et la satiété, déclarait-il. Il employait le terme « Dieu », mais il va sans dire qu'il ne faisait aucunement référence au Dieu des mythes. Pour Héraclite, Dieu, ou le divin, est quelque chose qui englobe le monde entier. Dieu se manifeste justement dans les transformations et les contrastes de la nature. À la place du mot « Dieu », il emploie souvent le terme grec « logos ». Cela signifie « raison ». Bien que nous autres hommes ne pensons pas la même chose, ni n'avons la même faculté de raisonner, il doit toutefois exister, selon Héraclite, une sorte de raison universelle qui gouverne tout ce qui se passe dans la nature. Cette raison universelle, ou cette loi universelle, est commune à tous et chacun doit s'y référer. Cependant, d'après Héraclite, chacun n'en fait qu'à sa tête. Comme tu vois, il ne tenait pas les autres hommes en très haute estime. L'opinion de la plupart des gens peut se comparer à des jeux d'enfants, disait-il. Derrière toutes ces transformations et oppositions de la nature, Héraclite voyait donc une unité ou un tout. Ce quelque chose à l'origine de tout, il l'appelait Dieu ou Logos. Les 4 éléments primitifs. Parménide et Héraclite soutenaient des thèses complètement opposées. La raison de Parménide expliquait que rien ne pouvait changer, tandis que les expériences de nos sens confirmaient à Héraclite que la nature était en perpétuelle mutation. Lequel des deux avait raison? Devons-nous croire ce que nous dit notre raison ou bien faire confiance à nos sens? Parménide, comme Héraclite, affirme 2 choses. Il soutient que A. Rien ne peut se transformer et B. Nos sens sont par conséquent trompeurs. Héraclite, en revanche, défend la thèse que A. Tout se transforme, tout s'écoule et B. Nos sens sont fiables. On peut difficilement être plus antagoniste, mais qui a raison? Eh bien, Empédocle, environ 490-430 avant Jésus-Christ, originaire de Sicile, sortit la philosophie de cette impasse. Tous les deux avaient raison dans une de leurs affirmations, mais tous deux avaient aussi tort sur un point. Selon Empédocle, toute la confusion provenait de l'hypothèse de départ, qu'une seule substance était à l'origine de tout. Si tel était le cas, le fossé entre, d'une part, ce que nous dit la raison et d'autre part, ce que nous voyons de nos propres yeux, serait tout à fait infranchissable. L'eau ne peut pas devenir un poisson ou un papillon.
En fait, l'eau ne peut pas du tout changer de nature. L'eau pure restera éternellement de l'eau pure. Parménide avait donc raison en affirmant que rien ne peut se transformer. D'un autre côté, Empédocle était d'accord avec Héraclite pour faire confiance à nos sens. Nous devons croire ce que nous voyons, et nous voyons justement une nature en perpétuelle mutation. Empédocle en vint donc à la conclusion qu'il fallait rejeter l'idée d'une substance première et unique. Ni l'eau ni l'air ne peuvent seuls se transformer en rosier ou en papillon. Il était impossible que la nature procède d'un seul élément. Empédocle croyait que la nature disposait de 4 substances élémentaires qu'il appelait racines. Ces 4 racines, c'étaient la terre, l'air, le feu et l'eau. Tout ce qui se meut dans la nature est dû au mélange et à la séparation de ces 4 éléments, car tout est composé de terre, d'air, de feu et d'eau. Seules changent les proportions. À la mort d'une fleur ou d'un animal, les 4 éléments se séparent à nouveau. Cela peut s'observer à l'œil nu. Mais la terre, l'air, le feu ou l'eau restent, eux, inchangés, indemnes de toutes ces métamorphoses. Il n'est pas juste de dire que tout se transforme. Au fond, rien ne change. Seuls 4 éléments s'unissent et se séparent avant de se mélanger à nouveau. On peut essayer de comparer cela avec le travail d'un peintre. Avec une seule couleur à sa disposition, disons le rouge, il lui est impossible de peindre des arbres verts. Mais s'il a aussi le jaune, le bleu et le noir sur sa palette, il peut peindre des centaines de couleurs différentes en variant simplement chaque fois leurs proportions respectives. Ou prenons la cuisine par exemple. Avec seulement de la farine, je serais un magicien si je parvenais à faire un gâteau. Mais si j'ai des œufs, de la farine, du lait et du sucre, alors je peux faire une infinité de gâteaux différents à partir de ces 4 matières premières. Ce n'est pas un hasard si Empédocle pensait que les racines de la nature étaient justement la terre, l'air, le feu et l'eau. Avant lui, d'autres philosophes avaient tenté de prouver pourquoi la substance première était soit l'eau, soit l'air, soit le feu. Que l'eau comme l'air fussent des éléments importants au sein de la nature, Thalès et Anaximène en étaient tous deux convaincus. Les Grecs croyaient aussi que le feu était essentiel. Il suffisait de considérer l'importance du soleil pour la vie végétale et de penser aussi à la chaleur du corps humain ou animal. Peut-être qu'Empédocle avait vu brûler un morceau de bois. Quelque chose se désagrège. Nous entendons le bois craquer et gémir. C'est l'eau. Quelque chose s'en va en fumée. C'est l'air. Quant au feu, on l'a sous les yeux. Puis, il reste quelque chose quand le foyer s'éteint. C'est la cendre ou la terre. Quand Empédocle montre que tout ce qui change dans la nature est dû à l'alliance et à la séparation des 4 racines, il omet quelque chose. Pour quelles raisons ces éléments s'assemblent-ils pour créer la vie? Qu'est-ce qui est à l'origine de leur séparation, dans le cas d'une fleur par exemple? Pour Empédocle, 2 forces différentes sont à l'œuvre dans la nature, l'amour et la haine. Ce qui unit les choses, c'est l'amour. Ce qui les désunit, c'est la haine. Il est intéressant de remarquer qu'il fait une distinction entre un élément et une force. De nos jours, la science fait la distinction entre les matières élémentaires et les forces naturelles. La science moderne pense que tous les phénomènes naturels peuvent être ramenés à une alliance entre les diverses substances élémentaires et un petit nombre de forces naturelles. Empédocle souleva aussi le problème du phénomène de la perception. Comment puis-je voir une fleur, par exemple? Que se passe-t-il exactement? As-tu jamais songé à cela, Sophie? Sinon, c'est le moment ou jamais.
Nos yeux seraient, d'après Empédocle, composés de terre, d'air, de feu et d'eau, comme tout dans la nature. La terre, dans mon œil, percevrait l'élément terre dans ce que je vois. L'air, l'élément air, le feu, l'élément feu, et l'eau, ce qui appartient à l'élément eau. Si un seul de ces éléments faisait défaut à mon œil, je ne pourrais pas voir la nature dans son intégralité. Une partie du tout dans tout. Un autre philosophe ne pouvait accepter l'idée qu'une substance première, comme l'eau par exemple, puisse se transformer en tout ce que nous voyons. Un certain Anaxagore, 500-428 avant Jésus-Christ. Lui non plus n'admettait pas l'idée que la terre, l'air, le feu et l'eau puissent devenir du sang et des os. Selon lui, la nature est formée de minuscules morceaux invisibles à l'œil. Tout peut se diviser en parties encore plus petites, mais dans chacune d'elles, il y a une fraction du tout. Si la peau et les cheveux peuvent se transformer en autre chose, cela revient à dire qu'il y a de la peau et des cheveux dans le lait que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. Quelques exemples modernes vont nous permettre de mieux cerner la pensée d'Anaxagore. Avec la technique actuelle du laser, nous sommes capables de produire des hologrammes. Si un hologramme reproduit une voiture, par exemple, et qu'on détruise une partie de cet hologramme, nous verrons malgré tout une image de la voiture en entier, même si nous n'avons plus que la partie de l'hologramme qui représentait le pare-choc. Tout simplement parce que le motif entier est présent dans les moindres parties. Notre corps aussi est construit d'une certaine manière selon ce schéma. Si je détache une cellule d'un de mes doigts, celle-ci révélera l'état et la nature de ma peau, mais aussi ceux de mes yeux, la couleur de mes cheveux, le nombre et l'aspect extérieur de mes doigts, etc. Chaque cellule de mon corps détient les informations détaillées de la composition des autres cellules du corps. C'est bien une partie du tout que possède chaque cellule. La totalité est présente dans chaque partie, aussi infime soit-elle. Anaxagore appelait ces minuscules parties qui possédaient quelque chose de la totalité des graines ou des germes. Nous nous souvenons qu'Empédocle pensait que l'amour unissait les différentes parties pour former des corps entiers. Anaxagore, lui aussi, concevait une sorte de force qui structure et donne forme aux animaux, aux êtres humains, aux fleurs et aux arbres. Cette force, il l'appelait l'intellect ou encore l'intelligence. Nous, en grec. Anaxagore nous intéresse à un autre titre. Il est le premier philosophe d'Athènes dont nous entendions parler. Certes, il venait d'Asie mineure, mais il s'installa à Athènes vers l'âge de 40 ans. On l'accusa d'athéisme et il fut contraint de quitter la ville. Il avait entre autres osé prétendre que le soleil n'était pas un dieu, mais une pierre chauffée à blanc qui dépassait de loin en taille la presqu'île du Péloponnèse. Anaxagore était passionné d'astronomie. Il soutenait que tous les corps célestes étaient formés de la même matière que la Terre. Telle était la conclusion à laquelle il avait abouti après avoir examiné une météorite. C'est pourquoi il n'était pas exclu, selon lui, que des hommes vivent sur d'autres planètes. Il fit remarquer que la Lune ne s'éclairait pas toute seule, mais qu'elle recevait sa lumière de la Terre, et il expliqua par ailleurs le phénomène des éclipses de soleil. PS. Je te remercie de ton attention, Sophie. Tu seras sans doute amenée à relire ce chapitre plusieurs fois avant de bien le comprendre. Mais un tel résultat mérite bien qu'on se donne un peu de mal. Tu n'apprécierais guère une amie qui serait incollable sur tous les sujets sans que cela lui ait coûté le moindre effort, ou je me trompe? Il te faudra attendre jusqu'à demain pour avoir la réponse au problème de la substance unique et des transformations au sein de la nature. Tu feras aussi la connaissance de Démocrite. Je ne t'en dis pas plus.
Sophie écarta légèrement les broussailles épaisses et, grâce à cette petite ouverture, jeta un coup d'œil dans le jardin. Il fallait qu'elle remette un peu d'ordre dans ses pensées après tout ce qu'elle avait lu. Il était clair comme de l'eau de roche que, justement, l'eau ne pouvait devenir autre chose que de la glace ou de la vapeur. Il était hors de question que l'eau puisse se transformer en pastèque, même si de nombreuses langues l'appellent melon d'eau, car même une pastèque était composée d'autre chose que simplement de l'eau. Mais si elle en était si convaincue, n'était-ce pas parce qu'on le lui avait dit? Aurait-elle vraiment su que la glace n'est que de l'eau si elle ne l'avait pas appris? N'aurait-elle pas dû sinon étudier très précisément le phénomène de l'eau qui commence par geler avant de fondre et redevenir eau? Sophie essaya de penser par elle-même sans se référer à ce qu'elle avait appris. Parménide avait refusé de reconnaître toute forme de changement. Plus elle y réfléchissait, plus elle était obligée d'admettre qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Son bon sens lui interdisait d'accepter l'idée que quelque chose puisse d'un seul coup devenir quelque chose de complètement différent. Il n'avait pas manqué de cran, car il avait été obligé de réfuter dans le même temps les phénomènes naturels que chacun pouvait constater par soi-même. Tout le monde avait dû se moquer de lui. Empédocle aussi avait été assez astucieux pour affirmer que l'univers ne saurait être composé d'un seul, mais de plusieurs éléments. De cette façon, tout changement dans la nature était rendu possible sans pour autant transformer quoi que ce soit. Le vieux philosophe grec avait abouti à ses conclusions en raisonnant et en étudiant la nature, mais sans toutefois pouvoir se livrer à des analyses chimiques comme le font les scientifiques aujourd'hui. Sophie ne savait pas au juste si elle devait vraiment croire que la terre, l'air, le feu et l'eau étaient à l'origine de tout ce qui est créé dans la nature. Mais au fond, quelle importance? Sur le principe, Empédocle ne s'était pas trompé. La seule possibilité que nous ayons d'accepter toutes les transformations que nos yeux perçoivent sans pour autant perdre le nord, c'est d'introduire plus d'une substance élémentaire. Sophie trouva que la philosophie, c'était vraiment génial, car elle pouvait suivre toutes ses idées avec sa propre raison, sans avoir besoin de se rappeler ce qu'elle avait appris en classe. Elle en vint à la conclusion que la philosophie n'était pas vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, mais qu'on pouvait peut-être apprendre à penser de manière philosophique. Chapitre 5. Démocrite. Le jouet le plus génial du monde. Sophie referma la boîte en fer blanc qui contenait toutes les feuilles dactylographiées de son professeur de philosophie inconnu. Elle se faufila hors de sa cabane et resta un moment à contempler le jardin. Elle revit soudain ce qui s'était passé la veille. Sa mère l'avait même taquinée au petit déjeuner à propos de cette lettre d'amour. Elle se dépêcha d'aller voir la boîte aux lettres pour éviter que la même scène ne se reproduise. Recevoir une lettre d'amour passe encore, mais 2 jours de suite, ce serait carrément la honte. Elle trouva à nouveau une petite enveloppe blanche. Sophie commença à entrevoir un certain système dans les livraisons. Chaque après-midi, elle avait droit à une grande enveloppe jaune dans la boîte, et tandis qu'elle était occupée à lire cette longue lettre, le philosophe parvenait discrètement à glisser dans la boîte une petite enveloppe blanche. Cela signifiait que Sophie pouvait facilement le démasquer. Mais qui sait si ce n'était pas une femme? Elle n'avait qu'à se poster à sa fenêtre, car de là, elle avait une bonne vue sur la boîte aux lettres. Elle finirait bien par coincer ce mystérieux personnage. Les enveloppes blanches ne venaient quand même pas toutes seules. Sophie décida de mettre son plan à exécution dès le lendemain. On serait vendredi, et elle aurait ensuite tout le week-end devant elle. Elle monta dans sa chambre pour ouvrir l'enveloppe. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une question sur le petit bout de papier, mais elle paraissait encore plus débile que les 3 autres de la fameuse lettre d'amour. Pourquoi le Lego est-il le jouet le plus génial du monde? Tout d'abord, Sophie n'était pas vraiment d'accord pour dire que le Lego était le jouet le plus génial du monde. En tout cas, cela faisait des années qu'elle n'y avait plus touché.
Par ailleurs, elle ne voyait vraiment pas ce que le Lego avait à faire avec la philosophie. Mais elle était une élève obéissante. Elle fouilla dans son armoire sur l'étagère du haut et finit par dénicher un sac de plastique rempli de pièces de Lego de toutes les tailles et de toutes les formes. Elle n'avait pas touché à ce Lego depuis belle lurette. Tandis qu'elle s'évertuait à construire quelque chose, elle réfléchit à la particularité de ces pièces de Lego. Rien de plus facile au départ, se dit-elle. Quelle que soit leur forme et leur taille, on peut toujours les assembler entre elles. Et en plus, ces morceaux de plastique sont inusables. A-t-on jamais vu un Lego abîmé? De fait, le sien paraissait aussi neuf que lorsqu'elle l'avait reçu il y a quelques années. Et surtout, on pouvait construire tout ce qu'on voulait à partir de ces pièces. On pouvait défaire et recommencer à l'infini en construisant quelque chose de complètement différent. Que demander de plus? Sophie se rendit compte que finalement, le Lego méritait bien d'être appelé le jouet le plus génial du monde. Mais quel rapport avec la philosophie? Là encore, mystère et boule de gomme. Elle eut au fait de construire une grande maison de poupées. Elle n'osait pas trop s'avouer que ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas autant amusée. Au fait, pourquoi en grandissant s'arrêtait-on un jour de jouer? Sa mère entra, et en voyant ce que Sophie avait fabriqué, laissa échapper. « Ah, ça me fait plaisir de voir que tu sais encore jouer comme une petite fille. »« Mais non, j'essaie de me livrer à quelques expériences philosophiques assez difficiles. » Sa mère soupira profondément. Elle devait sans doute repenser à cette histoire de lapin blanc et de chapeau haute forme. En revenant de l'école le lendemain, Sophie reçut à nouveau plusieurs feuilles dans une grande enveloppe jaune. Elle prit l'enveloppe et monta dans sa chambre. Elle voulait d'une part tout de suite lire ce qui était écrit, et d'autre part surveiller la boîte aux lettres. La théorie de l'atome. Coucou Sophie. Tu vas entendre parler aujourd'hui du dernier grand philosophe de la nature. Il s'appelait Démocrite, environ 460-370 avant Jésus-Christ, et venait de la ville côtière d'Abdéra, au nord de la mer Égée. Si tu as réussi à résoudre l'énigme du Lego, tu ne devrais pas avoir de problème à comprendre le projet de ce philosophe. Démocrite était d'accord avec ses prédécesseurs pour dire que les changements observables dans la nature n'étaient pas la conséquence d'une réelle transformation. Il supposa donc que tout devait être constitué de minuscules éléments de construction, chacun pris séparément étant éternel et immuable. Démocrite appela ces infimes parties des atomes. Le terme grec « atomos » signifie « indivisible ». Il s'agissait pour Démocrite d'établir que ce qui est la base de toute la construction du monde ne peut pas se subdiviser indéfiniment. On ne pourrait pas sinon s'en servir comme élément de construction. En effet, si les atomes pouvaient être cassés et divisés en parties de plus en plus petites, la nature finirait par perdre toute consistance et ressembler à une soupe de plus en plus diluée. Les éléments de construction de la nature devaient d'autre part être éternels, car rien ne naît du néant. Démocrite rejoignait sur ce point Parménide et les Éléates. Il croyait que tous les atomes devaient être solides et massifs, sans pour autant être les mêmes. Car si tous les atomes étaient identiques, il n'y aurait pas d'explication satisfaisante pour rendre compte de la variété des formes aussi différentes entre elles que la violette, l'olivier, la peau de chèvre ou les cheveux humains. Démocrite pensait qu'il y avait une infinité d'atomes dans la nature. Certains étaient ronds et lisses, d'autres rugueux et crochus. Et c'est justement parce qu'ils avaient des formes différentes qu'ils pouvaient s'assembler en d'infinies variantes. Mais ils avaient beau être innombrables et différents les uns des autres, ils étaient tous éternels, immuables et indivisibles. Quand un corps, prenons l'exemple d'un arbre ou d'un animal, meurt et se décompose, les atomes se dispersent et peuvent se regrouper pour former de nouveaux corps. Les atomes, en effet, bougent dans l'espace, mais parce que certains ont des crochets ou des dents,
Ils s'accrochent les uns aux autres pour former les choses qui nous entourent. Tu vois maintenant ce que je voulais dire avec les éléments de Lego, n'est-ce pas? Ils possèdent tous plus ou moins les qualités que Démocrite attribue aux atomes, et c'est pourquoi ils permettent de tout construire. Tout d'abord, ils sont indivisibles. Ils diffèrent par la taille et la forme et sont compacts et denses. Ils possèdent par ailleurs ces crochets et ces dents qui leur permettent de s'assembler pour former tout ce qu'on veut. Ce mode de fixation peut facilement se défaire pour permettre la reconstruction d'autres choses à partir des mêmes éléments. Le fait de pouvoir réutiliser indéfiniment les éléments, c'est ce qui explique le succès qu'a remporté le Lego depuis sa création. Ce qui un jour aura servi à une voiture permettra le lendemain de construire un château. On pourrait presque dire que ces éléments de Lego sont éternels. Les enfants peuvent jouer avec le Lego que possédait leur père ou leur mère quand eux-mêmes étaient petits. On peut aussi former différentes choses avec de l'argile, mais on ne peut pas la pétrir indéfiniment, car elle s'effrite de plus en plus et il devient impossible, au bout d'un moment, de créer de nouveaux objets. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la théorie des atomes de Démocrite était assez juste. La nature est vraiment formée de différents atomes qui s'assemblent et se défont. Un atome d'hydrogène qui se trouve dans une cellule tout au bout de mon nez faisait peut-être partie autrefois de la trompe d'un éléphant. Et qui sait si un atome de carbone de mon muscle cardiaque ne se trouvait pas, il y a bien longtemps, sur la queue d'un dinosaure? La science a entre-temps établi que les atomes pouvaient se subdiviser en particules élémentaires, encore plus petites. Nous les appelons des protons, des neutrons et des électrons. Peut-être pourrait-on encore diviser ces dernières particules, mais les physiciens sont d'accord pour admettre qu'il y a une limite. Il doit exister des parties infimes qui servent à construire toute la nature. Démocrite n'avait pas accès aux appareils électroniques de notre époque. La raison était son seul outil, et elle ne lui laissait pas le choix. Si nous partons du principe que rien ne change, que rien ne naît du néant et que rien ne disparaît jamais, il faut admettre que la nature est constituée d'une infinité de petits éléments de construction qui s'assemblent et se défont à nouveau. Démocrite ne faisait appel à aucune force ou esprit pour expliquer les phénomènes naturels. La seule chose à l'œuvre, pensait-il, ce sont les atomes et le vide. Comme il ne croyait qu'à ce qui est matériel, nous l'appelons un matérialiste. Il n'y a aucune intention dans les mouvements d'atomes. Tout dans la nature se produit de façon mécanique. Ce qui ne veut pas dire que tout est accidentel, car tout est soumis aux lois inviolables de la nature. Il y a derrière tous ces phénomènes une cause naturelle, pensait Démocrite, une cause dans les choses elles-mêmes. Il déclara même un jour qu'il préférerait découvrir une loi naturelle qu'être roi de Perse. La théorie de l'atome expliquait aussi, selon Démocrite, nos perceptions. Quand nous percevons quelque chose, c'est à cause du mouvement des atomes dans le vide. Quand je vois la Lune, c'est parce que les atomes de la Lune touchent mon œil. Mais qu'en est-il de l'âme? Peut-on la réduire à des atomes, c'est-à-dire à des choses matérielles? Eh bien oui. Démocrite soutenait l'hypothèse que l'âme était composée de quelques atomes spécialement ronds et lisses. Les atomes de l'âme. À la mort d'une personne, les atomes s'enfuient de tous côtés, puis ils peuvent se rassembler pour former une nouvelle âme. Cela signifie que l'homme n'a pas une âme immortelle. Cette pensée est de nos jours partagée par de nombreuses personnes qui pensent comme Démocrite que l'âme est liée au cerveau et que nous ne pouvons pas garder une forme de conscience quand le cerveau se décompose. Avec sa théorie des atomes, Démocrite tira un trait définitif sur la philosophie grecque de la nature. Comme Héraclite, il pensait que tout s'écoule dans la nature.
Les formes vont et viennent. Mais derrière ces corps en perpétuel mouvement, il existe quelques éléments éternels et immuables qui ne s'écoulent pas. C'est cela que Démocrite appelait les atomes. Tout en lisant, Sophie ne manqua pas de jeter à plusieurs reprises un coup d'œil par la fenêtre pour voir si l'inconnu n'allait pas s'approcher de la boîte aux lettres. Elle resta assise dans cette position à le guetter, tandis qu'elle se repassait en mémoire ce qu'elle venait de lire. Démocrite avait réfléchi simplement et avait eu une idée géniale. Il avait résolu le problème insoluble entre la substance unique et le changement du monde. Alors que cela faisait des générations que les philosophes butaient sur cette question, Démocrite avait enfin trouvé la solution en utilisant tout simplement sa raison. C'en était presque drôle. Il était finalement assez logique que la nature soit fondée sur quelques petits éléments qui, eux, ne changeaient jamais. D'un autre côté, Héraclite n'avait pas tort de dire que toutes les formes dans la nature sont en perpétuel mouvement. Car tous les hommes et les animaux meurent, même une chaîne de montagnes finit lentement par s'éroder. L'important à retenir, c'était que même cette chaîne de montagnes était formée de petits éléments indivisibles et indestructibles. Mais Démocrite avait soulevé d'autres questions, comme par exemple quand il disait que tout procède de façon mécanique. Il n'admettait pas l'idée de force spirituelle dans l'univers, comme le faisaient Empédocle et Anaxagore. De plus, Démocrite pensait que l'âme de l'homme n'était pas immortelle. Avait-il aussi raison sur ce point? Elle ne savait pas trop au juste. Il faut dire qu'elle venait à peine de commencer son cours de philosophie. Chapitre 6. Le destin. Le devin essaie d'interpréter quelque chose qui, par nature, échappe à toute interprétation. Sophie avait souvent tourné les yeux vers le jardin pendant qu'elle lisait sur Démocrite. Mais pour en avoir le cœur net, elle descendit quand même jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres. En ouvrant la porte d'entrée, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir sur les marches une petite enveloppe blanche. Avec bien sûr Sophie Amundsen écrit dessus. Ah, il s'était bien moqué d'elle. Juste le jour où elle observait la boîte aux lettres, le mystérieux philosophe s'était faufilé par un autre chemin derrière la maison et s'était contenté de déposer la lettre sur les marches avant de filer dans la forêt. Ça alors! Comment avait-il deviné que Sophie surveillerait aujourd'hui la boîte aux lettres? Est-ce que cette mystérieuse personne l'avait aperçue à la fenêtre? Bon, elle avait au moins récupéré la lettre avant le retour de sa mère. C'était déjà ça. Sophie regagna rapidement sa chambre et ouvrit la lettre. Les coins de l'enveloppe étaient légèrement mouillés et portaient comme des marques de dents assez profondes. Comment était-ce possible? Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas plu. Sur le bout de papier était écrit « Crois-tu au destin? La maladie est-elle une punition des dieux? Quelle force gouverne le cours de l'histoire ?» Si elle croyait au destin, à première vue, plutôt non. Elle connaissait beaucoup de personnes qui y croyaient. Plusieurs de ses amis de classe lisaient par exemple l'horoscope dans les revues. Et si elle croyait à l'astrologie, elle devait croire au destin, car les astrologues pensent que la place des étoiles dans le ciel joue un rôle dans la vie des hommes sur Terre. Si on croyait qu'un chat noir traversant la rue est signe de malheur, alors on devait aussi croire au destin, non? Plus elle y pensait, plus elle trouvait des exemples de superstition. Tiens, pourquoi dit-on « je touche du bois » et pourquoi le vendredi 13 portait-il malheur? Sophie avait entendu dire que beaucoup d'hôtels sautaient le chiffre 13 dans les numéros de chambre, ce qui prouvait qu'il y avait malgré tout beaucoup de gens superstitieux. Superstition. N'était-ce pas un drôle de mot, au fond? Si vous étiez chrétien ou musulman, on disait que vous aviez la foi. Mais si vous croyiez à l'astrologie ou au vendredi 13, cela devenait de la superstition. Qui a le droit de qualifier la croyance des autres de superstition? Sophie était en tout cas sûre d'une chose.
Démocrite ne croyait pas au destin. C'était un matérialiste. Il ne croyait qu'aux atomes et au vide. Sophie essaya de réfléchir aux autres questions posées sur la feuille. La maladie est-elle une punition des dieux? Qui aurait encore pu croire une chose pareille de nos jours? Cela dit, beaucoup demandaient l'aide de Dieu pour guérir, ce qui voulait dire qu'on croyait que Dieu avait son mot à dire sur la santé et la maladie de chacun. Il était autrement plus difficile de se prononcer sur la dernière question. Sophie ne s'était jamais demandé ce qui gouvernait l'histoire. Ce devait être les hommes, non? Mais si Dieu ou le destin existait, les hommes ne pouvaient plus exercer librement leur volonté. Cette idée du libre exercice de la volonté mit Sophie sur de tout autres rails. Pourquoi accepter que le philosophe mystérieux joue au chat et à la souris avec elle? Pourquoi n'écrirait-elle pas à son tour une lettre à l'inconnu? Il ou elle viendrait certainement déposer une autre grande enveloppe jaune dans la boîte aux lettres, soit dans le courant de la nuit, soit demain dans la matinée. À son tour de lui déposer une lettre. Sophie se mit tout de suite à l'œuvre. Ce n'était pas si facile que ça d'écrire à quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Elle ne savait même pas si c'était un homme ou une femme, et si cette personne était jeune ou âgée. Peut-être était-ce même quelqu'un qu'elle connaissait. Elle finit par rédiger la lettre suivante. Très honoré philosophe, il est fait grand cas dans cette maison de votre généreuse offre de cours de philosophie par correspondance. Mais on souffre aussi de ne pas savoir qui vous êtes. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de vous présenter et de décliner votre identité. En échange, vous êtes cordialement invité à entrer prendre une tasse de café à la maison, mais de préférence quand maman n'est pas là. Elle travaille de 7h30 à 17h tous les jours, du lundi au vendredi. Quant à moi, je vais pendant ce temps au collège, sauf le jeudi où je rentre toujours à 14h15. Je précise que je sais bien faire le café. D'avance, merci beaucoup. Salutations respectueuses de votre élève dévouée, Sophie, 14 ans. Tout en bas de la feuille, elle écrivit « Réponse souhaitée ». Sophie trouva la lettre beaucoup trop officielle. Mais ce n'était pas commode de savoir quel mot employer pour écrire à une personne sans visage. Elle fourra la feuille dans une enveloppe rose qu'elle referma. Puis, elle écrivit au recto « Au philosophe ». Le problème consistait à déposer la lettre là-bas sans que sa mère ne la trouve. Il fallait dans un premier temps attendre que sa mère soit rentrée avant de la glisser dans la boîte aux lettres. Et dans un second temps, ne pas oublier d'aller voir la boîte tôt le lendemain matin avant qu'on ne livre le journal. Si elle ne recevait pas de nouvelles lettres dans la soirée ou la nuit, elle serait obligée d'aller récupérer l'enveloppe rose. Pourquoi fallait-il que tout soit si compliqué? Ce soir-là, bien que ce fût vendredi soir, Sophie monta se coucher tôt. Sa mère tenta de la retenir en lui proposant de manger une pizza et de regarder Derrick, leur série policière préférée. Mais Sophie prétexta qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait lire au lit. Et elle profita que sa mère avait les yeux rivés sur l'écran pour se faufiler dehors et glisser sa lettre dans la boîte. Il était clair que sa mère se faisait du mauvais sang. Elle s'était mise à lui parler très différemment depuis l'histoire du lapin et du chapeau haute forme. Sophie n'aimait pas lui faire de la peine, mais il fallait absolument qu'elle surveille la boîte aux lettres. Quand sa mère monta sur le coup des 11 heures, Sophie était toujours postée à la fenêtre et regardait la rue. « Tu ne surveilles quand même pas la boîte aux lettres ?» demanda-t-elle. « J'ai bien le droit de regarder ce que je veux. »« Je crois bien que tu es amoureuse, Sophie, mais si tu t'attends à une autre lettre, cela m'étonnerait qu'ils viennent te la déposer en pleine nuit. » Ah, Sophie détestait ces histoires de cœur à l'eau de rose, mais elle ne voyait pas d'autre solution que de laisser sa mère dans l'erreur. « C'est lui qui t'a parlé du lapin et du chapeau haute forme ?» poursuivit sa mère. Sophie acquiesça. « Il ne se drogue pas, au moins. » Sophie avait vraiment pitié d'elle. Mais elle ne pouvait pas la laisser se ronger d'inquiétude. Elle était tellement à côté de la plaque.
faire un rapprochement avec la drogue parce qu'on s'amusait à avoir un peu d'esprit. Ce que les adultes pouvaient être débiles parfois. « Maman, je te promets que je ne toucherai jamais à ce genre de choses, » répondit-elle en se retournant. Quant à lui, il ne se drogue pas non plus. Par contre, il s'intéresse beaucoup à la philosophie. « Il est plus âgé que toi ?» Sophie fit non de la tête. « Et il a ton âge ?» Elle fit signe que oui. « Et tu dis qu'il s'intéresse à la philosophie ?» Sophie acquiesça à nouveau. « Eh bien, il est certainement très gentil. Allez, je crois que tu devrais essayer de dormir. » Mais Sophie resta à la fenêtre et continua à regarder la rue. À 1 heure du matin, elle était si fatiguée qu'elle se mit à cligner des yeux. Elle était sur le point d'aller au lit lorsqu'elle aperçut tout à coup une ombre qui sortait de la forêt. Il faisait presque nuit dehors, mais encore assez clair pour qu'elle pût distinguer une silhouette. C'était un homme, et Sophie eut l'impression qu'il était plutôt âgé. En tout cas, pas de son âge. Il portait sur la tête une espèce de béret. Il eut l'air à un moment de lever les yeux vers la maison, mais Sophie avait éteint la lumière. L'homme se dirigea vers la boîte aux lettres et laissa glisser une grosse enveloppe. Juste à cet instant, ses yeux tombèrent sur la lettre de Sophie. Il mit la main dans la boîte et l'attrapa. La seconde d'après, il était déjà loin. Il rejoignit presque au pas de course le chemin qui mène à la forêt et disparut en un clin d'œil. Sophie avait le cœur battant. Elle l'aurait bien poursuivi en chemise de nuit. Encore que... non, elle n'osait pas courir après un inconnu au beau milieu de la nuit. Mais il fallait sortir chercher l'enveloppe. Elle attendit un petit moment avant de descendre prudemment l'escalier, de tourner la clé dans la serrure et d'aller à la boîte aux lettres. En moins de 2, elle était revenue dans sa chambre avec la grande enveloppe à la main. Elle s'assit sur le bord du lit et retint son souffle. Quelques minutes s'écoulèrent où il ne se passa rien. Alors, elle ouvrit la lettre et se mit à lire. Elle ne s'attendait pas, bien sûr, à avoir déjà une réponse à sa lettre. Celle-ci viendrait demain, au plus tôt. « Coucou, c'est moi, chère Sophie. À toutes fins utiles, je précise que tu ne dois jamais essayer de m'espionner. Nous nous rencontrerons un jour, mais c'est à moi de décider où et quand. Voilà, c'est dit et tu ne vas pas être désobéissante, n'est-ce pas? Retournons à nos philosophes. Nous avons vu comment ils ont essayé d'expliquer le changement au sein de la nature. Autrefois, c'était à travers les mythes que tout s'élucidait. Mais les anciennes croyances devaient aussi céder du terrain dans d'autres domaines. Nous le voyons quand nous abordons la question de la maladie et de la santé, ainsi que de la politique. Dans ces 2 domaines, les Grecs avaient jusque-là toujours cru à la fatalité. Croire au destin veut dire que tout ce qui va arriver est décidé à l'avance. Nous retrouvons cette conception dans le monde entier, des temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dans le Nord existe une croyance très ancrée dans le lagnat, la prédestination, tel qu'il apparaît dans les anciennes sagas islandaises. Chez les Grecs, comme dans d'autres parties du monde, nous trouvons l'idée que les hommes peuvent avoir accès à la connaissance de leur destin à travers diverses formes d'oracles. Cela signifie que le destin d'un homme ou d'un État peut être interprété de différentes manières. Il y a encore des gens qui croient qu'on peut se faire tirer les cartes, se faire dire la bonne aventure, ou lire dans les étoiles. Une variante consiste à lire dans le marc de café. Une fois la tasse bue, il reste au fond un petit dépôt. Peut-être que ces traces de café forment une image précise ou un motif. Il suffit juste d'un peu d'imagination. Si le marc ressemble à une voiture, cela veut peut-être dire que celui qui a bu le café va bientôt faire un long voyage en voiture. Il apparaît clairement que le devin essaie d'interpréter quelque chose qui, par nature, échappe à toute interprétation. Cela vaut pour tous les arts divinatoires. Ce que l'on interprète est si obscur qu'il est difficile de contredire le devin.
Si on jette un coup d'œil aux étoiles, nous ne voyons qu'un chaos de points lumineux. Pourtant, de tout temps, de nombreux hommes ont cru que les étoiles pouvaient nous renseigner sur notre vie sur la Terre. Il y a encore de nos jours des chefs de partis politiques qui consultent des astrologues avant de prendre une décision importante. L'oracle de Delphes. Les Grecs croyaient pouvoir connaître leur destin grâce à l'oracle de Delphes. Le dieu Apollon était ici le dieu de l'oracle. Il parlait par l'intermédiaire de la Pythie, sa prêtresse, qui trônait sur un fauteuil au-dessus d'une faille de la terre. Des gaz s'échappaient de cette faille et rendaient la Pythie quasi inconsciente. Cela était indispensable pour qu'elle devienne le porte-parole d'Apollon. En arrivant à Delphes, on posait sa question aux prêtres qui officiaient là-bas. Ces derniers la transmettaient à la Pythie. Elle répondait quelque chose de si incompréhensible ou de si flou que les prêtres devaient ensuite traduire la réponse à celui qui l'avait posée. Les Grecs croyaient ainsi profiter de la sagesse d'Apollon qui savait tout du passé comme de l'avenir. Beaucoup de dirigeants n'osaient pas s'engager dans une guerre ou prendre de graves décisions avant d'avoir été consulter l'oracle de Delphes. Les prêtres d'Apollon firent donc office de diplomates et de conseillers, puisqu'ils connaissaient particulièrement bien le pays et le peuple. Au-dessus du temple de Delphes, il y avait une célèbre inscription « Connais-toi toi-même ». Cela devait rappeler à l'homme qu'il était mortel et qu'aucun homme ne pouvait échapper à son destin. De nombreux Grecs composèrent des poèmes au sujet d'hommes rattrapés par leur destin. Ce devint le sujet de toute une série de pièces de théâtre, tragédies, mettant en scène ces personnages tragiques. La plus célèbre d'entre elles est l'histoire du roi Oedipe. La science de l'histoire et la médecine. Le destin ne déterminait pas seulement la vie de chaque homme. Les Grecs croyaient aussi que la marche du monde elle-même reposait entre les mains du destin. L'issue d'une guerre pouvait dépendre des dieux. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que Dieu ou d'autres forces spirituelles gouvernent la marche du monde. Mais exactement au moment où les philosophes grecs tentaient de trouver une explication rationnelle aux phénomènes naturels, une science de l'histoire était en train de se mettre en place, qui avait pour tâche de trouver les causes naturelles derrière le déroulement de l'histoire. Une guerre perdue n'était plus imputée désormais à une simple vengeance divine. Les historiens grecs les plus connus furent Hérodote, 484-424 avant Jésus-Christ, et Thucydide, 460-400 avant Jésus-Christ. Pour les Grecs, la maladie aussi était le fait des dieux. Ceux-ci donnaient aux hommes des maladies contagieuses pour les punir. D'un autre côté, il était également dans leur pouvoir de les guérir, à la seule condition que leur soient faits des sacrifices dans les règles de l'art. Cette croyance n'est pas spécifiquement grecque. Avant l'avènement de la médecine moderne, la maladie était presque partout considérée comme ayant une cause surnaturelle. Les termes de flu, en anglais, ou influenza en norvégien, pour dire la grippe, signifiait à l'origine que l'on subissait la mauvaise influence des étoiles. Même aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde croient que diverses maladies, comme le sida par exemple, sont une punition de Dieu. Et nombreux sont ceux qui s'imaginent pouvoir guérir grâce à des forces surnaturelles. Ainsi, tandis que les philosophes grecs ouvraient la voie à un nouveau mode de pensée, naissait une nouvelle conception de la médecine qui tentait d'expliquer la maladie et la santé de manière naturelle. Le fondateur de la médecine grecque passe pour être Hippocrate, qui naquit sur l'île de Kos vers 460 avant Jésus-Christ. La meilleure défense contre la maladie consistait, selon Hippocrate, à vivre simplement et de manière mesurée. L'état de santé est naturel à l'homme. Quand on tombe malade, c'est parce que la nature sort de ses rails à cause d'un déséquilibre corporel ou spirituel. Le chemin qui mène à la santé passe par la modération, l'harmonie et
une âme saine dans un corps sain. De nos jours, on ne parle que de l'éthique de la médecine. On entend par là qu'un médecin se doit d'exercer la médecine en respectant certaines lois morales. Ainsi, un médecin n'a pas le droit de rédiger une ordonnance de médicaments pour des gens en bonne santé. Il est en outre tenu au secret professionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rapporter les propos d'un patient au sujet de sa maladie. Tout ceci vient d'Hippocrate. Il exigeait que ses élèves prêtent le serment suivant. Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pesser abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en occupent. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous méfaits volontaires et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende en société pendant l'exercice, ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire. En se réveillant ce samedi-là, Sophie sauta du lit. Était-ce un rêve ou avait-elle vraiment vu le philosophe? Elle passa un bras sous le lit pour vérifier. Mais non, la lettre qu'il avait déposée cette nuit était toujours là. Sophie se souvint de tout ce qu'elle avait lu sur la croyance au destin chez les Grecs. Ce n'était donc pas un rêve. Bien sûr qu'elle avait aperçu le philosophe, et encore mieux, elle l'avait observé de ses propres yeux emporter sa lettre à elle. Sophie se mit à quatre pattes et tira de dessous le lit toutes les feuilles dactylographiées. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Tout contre le mur brillait quelque chose de rouge. Un foulard? Elle rampa sous le lit et réapparut un foulard rouge en soie à la main. Elle était sûre d'une chose, il ne lui appartenait pas. En examinant le foulard de plus près, elle poussa un petit cri, en voyant qu'il y avait quelque chose d'écrit au stylo noir le long de l'ourlet. On pouvait lire « Hilde ». Hilde. Mais qui était donc cette Hilde? Comment se faisait-il que leurs chemins se croisent de cette façon? Chapitre 7. Socrate. La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas. Sophie enfila une robe d'été et se précipita vers la cuisine. Sa mère lui tournait le dos, tout occupée à préparer le repas. Sophie décida de ne pas mentionner le foulard de soie. « Tu es descendu prendre le journal ?» ne put s'empêcher de demander Sophie. Sa mère se retourna. « Non, mais sois gentille et va me le chercher. » Sophie descendit l'allée en courant et regarda dans la boîte aux lettres verte. Il n'y avait que le journal. C'était trop tôt pour recevoir une réponse.
Mais sur la première page du journal, quelques lignes à propos du contingent norvégien des Nations Unies lui sautèrent aux yeux. Le contingent norvégien des Nations Unies. N'était-ce pas ce qui était marqué sur le cachet de la carte venant du père de Hilde? Mais les timbres étaient norvégiens. Peut-être que les soldats norvégiens des Nations Unies avaient leur propre poste norvégienne. Quand elle revint dans la cuisine, sa mère lui lança sur un ton moqueur « C'est fou comme tu t'intéresses au journal maintenant. » Heureusement, elle ne mentionna ni la boîte aux lettres, ni le courrier pendant le petit déjeuner, et plus tard dans la journée non plus. Dès que sa mère fut partie faire les courses, Sophie emporta la lettre sur la croyance au destin avec elle dans sa cabane. Elle eut un coup au cœur quand ses yeux tombèrent sur une petite enveloppe blanche posée à côté de la boîte qui contenait les lettres du professeur de philosophie. Sophie savait que ce n'était pas elle qui l'avait posée là. Les coins de cette enveloppe-là aussi étaient humides, et le papier portait des marques profondes, comme sur l'enveloppe de la veille. Le philosophe était donc venu jusqu'ici. Il connaissait son secret. Mais pourquoi les enveloppes étaient-elles un peu mouillées? Toutes ces questions lui donnèrent le vertige. Elle ouvrit l'enveloppe et lut la lettre suivante. « Chère Sophie, j'ai lu ta lettre avec grand intérêt, mais aussi avec une certaine inquiétude. Je suis malheureusement obligé de décevoir ton attente en ce qui concerne cette invitation à venir prendre le café. Un jour viendra où nous nous rencontrerons. Mais il est encore trop tôt pour que j'apparaisse au tournant du fameux virage du capitaine. Il est en outre clair que je ne saurais dorénavant déposer les lettres en personne. Ce serait beaucoup trop risqué à la longue. Les lettres suivantes te seront remises par mon petit messager. Par contre, elles te seront directement déposées dans ton endroit secret, au fond du jardin. Tu pourras toujours me contacter quand tu en éprouveras le besoin. Dans ce cas, veille à glisser dans ton enveloppe rose un biscuit ou un morceau de sucre. En découvrant une lettre de ce genre, le messager saura me transmettre ton courrier. PS, ce n'est pas agréable de devoir décliner l'invitation à prendre le café d'une jeune fille. Cependant, c'est parfois obligatoire. PPS. Si tu venais à découvrir un foulard de soie rouge, je te prierais d'en prendre grand soin. Il arrive de temps en temps que des affaires changent de propriétaire par erreur. Surtout à l'école ou dans des endroits de ce genre. Et n'oublie pas que ceci est une école de philosophie. Amicalement, Alberto Knox. Dans les 14 années de sa courte vie, Sophie avait reçu malgré tout de nombreuses lettres. À Noël, pour son anniversaire ou certaines occasions particulières. Mais une lettre comme celle-ci était vraiment unique en son genre. Elle ne portait même pas de timbre, n'avait même pas été postée. Elle avait été directement déposée dans sa cachette dans la vieille haie. Un autre mystère était qu'elle était humide par temps sec. Le plus étrange restait malgré tout le foulard en soie. Le professeur de philosophie avait une autre élève. Bon, et cette autre élève avait égaré son foulard en soie. D'accord. Mais comment avait-elle fait pour l'égarer sous le lit de Sophie? Et c'est Alberto Knox. Quel drôle de nom, en vérité. En tout cas, cette lettre lui avait confirmé qu'il existait bel et bien un lien entre le professeur de philosophie et Hilde Moller-Knag. Mais que le père de Hilde, lui aussi, se soit mis à intervertir les adresses, ça, c'était incompréhensible. Sophie retourna le problème dans tous les sens pour comprendre quelle relation il pouvait bien y avoir entre Hilde et elle-même, puis poussa un soupir de résignation. L'inconnu avait écrit qu'ils se rencontreraient un jour, et Hilde la rencontrerait-elle aussi? Elle retourna la feuille et découvrit de l'autre côté ces quelques phrases. Existe-t-il une pudeur naturelle? La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas. La vraie connaissance vient de l'intérieur.
Celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste. Sophie avait compris que les courtes phrases notées dans les enveloppes blanches avaient pour but de la préparer à la grande enveloppe suivante. Elle eut soudain une idée. Pourquoi ne pas attendre simplement son messager dans sa cabane, puisque ce dernier allait venir directement ici avec l'enveloppe jaune? Elle le ferait parler et ne lâcherait pas prise avant d'en savoir plus sur ce philosophe quel qu'il soit. La lettre mentionnait que le messager était petit. Peut-être s'agissait-il d'un enfant? Existe-t-il une pudeur naturelle? Sophie savait que « pudeur » était un mot vieux jeu pour exprimer la gêne qu'on éprouve par exemple à se montrer nu. Mais au fond, était-ce naturel d'être gêné à cause de cela? Quelque chose de naturel était par définition quelque chose de partagé par tous les hommes. Mais justement, dans de nombreuses parties du monde, il était tout naturel d'être nu. Était-ce donc la société qui déterminait ce qui était convenable ou pas? Il aurait été par exemple impensable de bronzer les seins nus lorsque sa grand-mère était jeune, alors qu'aujourd'hui, il n'y avait rien de plus naturel, bien que cela reste encore strictement interdit dans de nombreux pays. Sophie se gratta la tête. Mais que venait faire la philosophie dans tout ça? Elle passa à la seconde phrase. La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas. Plus intelligente que qui? Si le philosophe entendait par là que celui qui est conscient de ne pas tout savoir entre ciel et terre est plus intelligent que celui qui en sait tout aussi peu, mais s'imagine au contraire connaître beaucoup de choses, alors oui, elle était évidemment d'accord. Sophie n'avait jamais vu les choses sous cet angle, mais plus elle y réfléchissait, plus il lui paraissait évident que ce savoir ignorant est aussi une forme de savoir. Ce qui l'horripilait, c'était précisément ces gens qui la ramènent tout le temps, alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Puis il y avait cette histoire de vraie connaissance qui viendrait de l'intérieur. Mais toute connaissance devait bien à un certain moment venir de l'extérieur avant d'entrer dans la tête des gens. D'un autre côté, Sophie se souvenait d'avoir vécu des situations où elle était totalement imperméable à ce que sa mère ou les professeurs à l'école voulaient lui faire apprendre. Elle n'avait réellement pu apprendre quelque chose qu'en y mettant du sien. Cela devenait une évidence tout à coup. C'était sans doute ça qu'on appelait l'intuition. Finalement, elle ne s'en sortait pas si mal avec ses premiers exercices. Mais l'affirmation suivante était si bizarre qu'elle ne put s'empêcher de rire. Celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste. Est-ce que cela signifiait qu'un malfaiteur qui braque une banque ne pouvait pas faire autrement? Sophie n'était pas d'accord. Elle pensait au contraire que les enfants, comme les adultes, pouvaient faire beaucoup de bêtises qu'ils regrettaient par la suite, et qu'ils agissaient parfois même contre leurs propres convictions. Tandis qu'elle réfléchissait à tout cela, elle perçut des craquements dans les broussailles du côté de la forêt. Était-ce déjà le messager? Le cœur de Sophie s'emballa. Elle fut envahie par un sentiment de peur en l'entendant approcher et respirer comme un animal. L'instant d'après, un gros chien sortant de la forêt débouchait dans sa cabane. Ce devait être un labrador. Il tenait dans sa gueule une grande enveloppe jaune qu'il laissa tomber sur les genoux de Sophie. La scène se déroula si vite qu'elle eut à peine le temps de réagir. Quelques secondes plus tard, elle se retrouva avec la grande enveloppe entre les mains et le chien jaune avait déjà filé vers la forêt. La scène se déroula si vite qu'elle s'effondra sous le choc. Elle prit son visage entre les mains et fondit en larmes. Elle n'aurait su dire combien de temps elle resta ainsi avant de pouvoir relever la tête. Alors c'était lui le messager, soupira-t-elle. C'était donc pour cela que les enveloppes blanches avaient les coins mouillés et portaient la trace de crocs. Comment ne pas y avoir songé plus tôt? Au moins, comprenait-elle à présent pourquoi elle devait glisser un biscuit ou un morceau de sucre dans les enveloppes qu'elle désirait faire parvenir au philosophe. Elle n'était certes pas une lumière, mais de là à imaginer que le messager était un chien dressé,
Il ne lui restait plus qu'à dire adieu à son idée de faire parler le messager pour savoir où habitait Alberto Knox. Sophie ouvrit la grande enveloppe et se mit à lire. La philosophie à Athènes. Chère Sophie, quand tu liras cette lettre, tu auras déjà fait sans doute la connaissance de Hermès. Au cas où tu n'aurais pas encore compris, j'ajoute que c'est un chien. Mais ne t'en fais pas, il est très gentil, et au demeurant, plus raisonnable que beaucoup d'hommes. Lui, du moins, ne prétend pas être plus intelligent qu'il n'est. Tu remarqueras en passant que son nom n'a pas été choisi au hasard. Hermès était le messager des dieux grecs. Il était aussi le dieu des marins, mais laissons cela de côté pour l'instant. Le nom d'Hermès est à l'origine de l'adjectif hermétique, qui signifie caché ou inaccessible. C'est une bonne image de la situation dans laquelle Hermès nous tient à distance les uns des autres. Voilà pour la présentation du messager. Il obéit bien sûr quand on l'appelle et a de toutes les façons d'excellentes manières. Revenons à la philosophie. Nous avons déjà vu la première partie du cours. J'entends par là la philosophie de la nature et la rupture avec la conception mythique du monde. À présent, nous allons aborder les trois plus grands philosophes de l'Antiquité. Socrate, Platon et Aristote. Chacun, à sa manière, a déterminé la civilisation européenne. Les philosophes de la nature furent appelés par la suite les présocratiques, car ils vécurent avant Socrate. Il est vrai que Démocrite mourut quelques années après Socrate, mais tout son raisonnement le rattache à la philosophie présocratique. Socrate ne signifie pas seulement un repère, une coupure dans le temps, mais témoigne aussi d'un changement de lieu, puisqu'il est le premier philosophe à être né et à avoir exercé à Athènes. Ce fut aussi le cas pour ses disciples. Peut-être te souviens-tu qu'Anaxagore vécut quelque temps dans cette ville, mais en fut chassé pour avoir soutenu que le soleil était une boule de feu. Tu verras quel sort fut réservé à Socrate. À partir de Socrate, la vie culturelle se concentra autour d'Athènes. Mais il faut surtout noter un changement radical dans la nature du projet philosophique entre les présocratiques et Socrate. Cependant, avant d'aborder Socrate, nous allons parler des sophistes, c'est-à-dire de ceux qui caractérisaient l'image culturelle de la ville d'Athènes à l'époque de Socrate. Rideau. L'histoire de la pensée est un drame qui se joue en plusieurs actes. L'homme au centre de tout. Athènes devint à partir de 450 avant Jésus-Christ la capitale culturelle du monde grec. La philosophie aussi prit un nouveau tournant. Les philosophes de la nature étaient avant tout des hommes de science qui s'intéressaient à l'analyse physique du monde, et à ce titre, ils tiennent une place importante dans l'histoire de la science. Mais à Athènes, l'étude de la nature fut supplantée par celle de l'homme et sa place dans la société. Petit à petit, une démocratie avec des assemblées du peuple et des juges populaires vit le jour. Une condition sine qua non pour l'établissement de la démocratie était que le peuple fût assez éclairé pour pouvoir participer au processus démocratique. Qu'une jeune démocratie exige une certaine éducation du peuple, nous l'avons bien vu de nos jours. Chez les Athéniens, il était essentiel de maîtriser l'art du discours, la rhétorique. Très vite, une vague de professeurs et philosophes itinérants, originaires des colonies grecques, déferla sur Athènes. Ils s'étaient donné le nom de sophistes. Le terme sophiste signifie une personne cultivée et compétente. À Athènes, enseigner aux citoyens devint rapidement le gagne-pain des sophistes. Les sophistes avaient un trait en commun avec les philosophes de la nature. Ils critiquaient la mythologie. Mais dans le même temps, ils rejetaient ce qui leur paraissait être pure spéculation sans objet. Même s'il existe peut-être une réponse aux questions philosophiques, l'homme ne peut pas trouver de certitude concernant les énigmes de la nature et de l'univers, pensait-il.
Ce point de vue a pour nom en philosophie le scepticisme. Mais s'il n'est pas en notre pouvoir de résoudre les énigmes de la nature, nous savons néanmoins que nous sommes des hommes qui devons apprendre à vivre ensemble. Les sophistes choisirent de s'intéresser à l'homme et à sa place dans la société. L'homme est la mesure de toute chose, dit le sophiste Protagoras, environ 485-410 avant Jésus-Christ. Il entendait par là que le vrai et le faux, tout comme le bien et le mal, doivent être jugés en fonction des besoins de l'être humain. Quand on lui demanda s'il croyait au dieu grec, il se contenta de répondre « C'est une question délicate, et la vie des hommes est brève ». Quelqu'un qui ne peut se prononcer clairement à propos de l'existence ou de la non-existence d'un dieu s'appelle un agnostique. Les sophistes aimaient parcourir le monde et comparer ainsi divers types de gouvernements. Ils constatèrent d'énormes différences dans les mœurs, les coutumes et les lois des cités. À partir de ces observations, les sophistes lancèrent le débat sur ce qui, d'une part, était déterminé par la nature et ce qui, d'autre part, était créé par la société. Ils jetèrent ainsi les bases d'une critique de la société dans la démocratie athénienne. Ils purent de cette manière faire remarquer que l'expression « pudeur naturelle » ne correspondait pas toujours à la réalité. Car si être pudique est naturel, cela sous-entend que c'est inné. Or, l'est-ce vraiment, Sophie, ou n'est-ce pas plutôt le fait de la société? Pour quiconque a un peu voyagé, la réponse est simple. Ce n'est pas naturel ou inné d'avoir peur de se montrer nu. La pudeur ou l'impudeur sont avant tout des notions liées aux us et coutumes d'une société. Comme tu vois, les sophistes provoquaient des débats animés au sein de la population athénienne, en indiquant qu'il n'y avait pas de normes proprement dites pour le vrai et le faux. Socrate, lui, tenta au contraire de montrer que certaines normes sont pourtant absolues et valables pour tous. Qui était Socrate? Socrate, 470-399 avant Jésus-Christ, est sans doute le personnage le plus énigmatique de toute l'histoire de la philosophie. Il n'écrivit pas une seule ligne, et pourtant, il fait partie de ceux qui ont eu le plus d'influence sur la pensée européenne. Sa mort, qui survint dans des conditions dramatiques, y a aussi largement contribué. Nous savons qu'il était né à Athènes et qu'il passa le plus clair de son temps à s'entretenir avec les gens qu'il rencontrait dans la rue ou sur la place du marché. « Les arbres à la campagne ne peuvent rien m'apprendre », avait-il coutume de dire. Il avait aussi la faculté de rester plusieurs heures plongé dans ses pensées. Déjà de son vivant, il passait pour quelqu'un de très mystérieux, et à sa mort, il fut considéré comme le fondateur d'écoles de philosophie pourtant très différentes entre elles. Son mystère et son ambiguïté permettaient en effet à ces diverses directions philosophiques de se réclamer de lui. Il était laid comme un pou, on sait au moins ça, petit et gros, avec des yeux globuleux et un nez retroussé. Mais intérieurement, on disait de lui qu'il était merveilleux. Ou encore, on aura beau chercher dans le passé ou le futur, jamais on ne trouvera quelqu'un comme lui. Cela ne l'empêcha pas néanmoins d'être condamné à mort à cause de son activité philosophique. La vie de Socrate nous est surtout connue grâce à Platon, qui fut son élève, et devint lui-même un des plus grands philosophes de l'histoire. Platon écrivit plusieurs dialogues ou conversations philosophiques, en se servant de Socrate comme porte-parole. Quand Platon place des propos dans la bouche de Socrate, nous n'avons aucun moyen de savoir si Socrate a réellement tenu ces propos. Aussi est-il difficile de distinguer l'enseignement de Socrate des paroles de Platon lui-même. Ce problème se pose chaque fois que l'on ne possède aucune trace écrite de la personne historique, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne croit. L'exemple le plus célèbre est évidemment celui de Jésus. Comment être sûr que le Jésus historique a effectivement prononcé les paroles que Matthieu ou Luc lui prêtent?
nous nous retrouvons dans le cas du Socrate historique face à une énigme de ce genre. Mais au fond, savoir qui était réellement Socrate n'est pas si important que cela. C'est avant tout l'image de Socrate transmise par Platon qui a inspiré les penseurs occidentaux pendant 2500 ans. L'art du dialogue. Le secret de l'efficacité chez Socrate réside en ce qu'il ne cherchait pas à enseigner aux gens. Il donnait au contraire l'impression qu'il voulait apprendre de la personne avec qui il s'entretenait. Il ne faisait pas un cours comme un vulgaire professeur. Au contraire, il discutait. Certes, il n'aurait jamais été un philosophe célèbre s'il s'était uniquement contenté d'écouter les autres. Mais il n'aurait pas été condamné à mort non plus. En réalité, il posait surtout des questions au début. De cette façon, il faisait semblant de ne rien savoir. Puis, au cours de la conversation, il s'arrangeait pour que l'autre découvre petit à petit les failles de son raisonnement. À la fin, son interlocuteur se retrouvait tellement coincé qu'il était obligé de distinguer le vrai du faux. On raconte que la mère de Socrate était sage-femme et qu'il comparait sa pratique philosophique à la maïeutique, l'art de faire accoucher. En effet, ce n'est pas la sage-femme qui met au monde l'enfant. Elle est seulement là pour apporter son aide lors de la naissance. De même, la tâche de Socrate consistait à faire accoucher les esprits de pensées justes. La vraie connaissance ne peut venir que de l'intérieur de chacun. Personne ne peut vous l'asséner. La vraie connaissance vient de l'intérieur. Je tiens à préciser, mettre un enfant au monde est quelque chose de naturel. De la même manière, tous les hommes peuvent accéder aux vérités philosophiques s'ils consentent à se servir de leur raison. Quand un homme se met à raisonner, il puise en lui-même les réponses. En faisant celui qui ne sait rien, Socrate obligeait précisément les gens à réfléchir. Socrate savait faire l'ignorant, ou du moins passer pour plus bête qu'il n'était, et c'est ce qu'on appelle l'ironie de Socrate. Il restait ainsi en mesure de déceler les faiblesses dans les raisonnements des Athéniens. Une telle scène se produisait souvent au beau milieu du marché, c'est-à-dire en public. Rencontrer Socrate, c'était courir le risque d'être tourné en ridicule et devenir la risée de la foule. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si certains finirent par le trouver dérangeant et irritant, surtout ceux qui détenaient un certain pouvoir dans cette société. « Athènes est comme un cheval paresseux », déclarait Socrate. « Et moi, je suis comme un taon qui essaie de le réveiller et le maintenir en vie. » Et que fait-on d'un taon, Sophie? Peux-tu me le dire? Une voix divine. Ce n'était toutefois pas dans le but d'importuner ses concitoyens que Socrate leur mordait constamment les jarrets. Il était poussé par quelque chose qui ne lui laissait aucun choix. Il affirmait entendre en permanence une voix divine en son fort intérieur. Socrate protesta par exemple quand on lui demanda de participer à la condamnation à mort de concitoyens. De même, il refusa de divulguer les noms d'opposants politiques. Cela finit par lui coûter la vie. En 399, il fut accusé d'introduire de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse. À une très faible majorité, il fut reconnu coupable par un jury de 500 membres. Il aurait pu demander sa grâce. Il aurait au moins pu sauver sa peau s'il avait accepté de quitter Athènes. Mais s'il l'avait fait, il n'aurait pas été Socrate. Il plaçait sa conscience et la vérité plus haut que sa propre vie. Voilà tout. Il affirmait n'agir que pour le bien social. Et il fut condamné à mort. Il vida peu après une coupe de poison, en présence de ses plus proches amis. Il tomba à terre et mourut. Pourquoi, Sophie? Pourquoi Socrate devait-il mourir? Aujourd'hui encore,
la question reste posée. Mais il n'est pas le seul homme à s'être écarté du chemin traditionnel et à l'avoir payé de sa vie. J'ai déjà cité Jésus, et il existe beaucoup d'autres points communs entre Jésus et Socrate. Je vais juste t'en citer quelques-uns. Jésus et Socrate furent tous deux considérés comme des personnages énigmatiques par leurs contemporains. Aucun d'eux ne laissa de traces écrites de son message, ce qui nous rend entièrement dépendants de l'image que leurs disciples nous ont donnée. Nous savons pourtant que tous deux étaient experts dans l'art du dialogue. Ils parlaient tous deux avec une telle assurance qu'on tombait immédiatement sous le charme, ou au contraire, qu'on en était irrité. Et surtout, tous deux se sentaient l'intercesseur auprès des hommes de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils provoquaient l'ordre établi en critiquant l'injustice et l'abus de pouvoir sous toutes leurs formes. Et détail non négligeable, cela leur coûta la vie. Les procès de Jésus et de Socrate présentent également de troublantes ressemblances. Tous deux auraient pu demander d'être graciés et avoir la vie sauve. Mais ils se considéraient investis d'une mission à laquelle ils auraient failli en n'allant pas jusqu'au bout. Le fait qu'ils affrontèrent la mort avec un calme et une dignité extraordinaire eut pour effet de rassembler des milliers de fidèles après leur mort. Si je souligne ces similitudes, ce n'est pas pour dire qu'ils se ressemblent, mais parce que tous deux avaient un message à délivrer, indissociable de leur courage personnel. Un joker à Athènes. Ah, Socrate, on n'a pas fini de parler de lui, comme tu vois. Nous avons évoqué sa méthode, mais qu'en est-il exactement de son projet philosophique? Socrate a vécu en même temps que les sophistes. Comme eux, il s'intéressait davantage à l'homme et à la vie humaine qu'aux problèmes posés par la philosophie de la nature. Un philosophe romain, Cicéron, déclara quelques siècles plus tard que Socrate fit descendre la philosophie du ciel jusqu'à terre et qu'il la laissa vivre dans les villes, entrer dans les maisons en contraignant les hommes à réfléchir à la vie, aux mœurs, au bien et au mal. Mais Socrate se différenciait des sophistes sur un point essentiel. Il ne se considérait pas comme un sophiste, c'est-à-dire une personne cultivée ou savante. C'est pourquoi, à la différence des sophistes, il refusait d'accepter de l'argent pour son enseignement. Non, Socrate se disait philosophe au vrai sens du terme. Un philosophe signifie celui qui cherche à atteindre la sagesse. Au fait, es-tu bien assise, Sophie? C'est important pour la suite du cours que tu saisisses bien la différence qui existe entre un sophiste et un philosophe. Les sophistes acceptaient de l'argent en échange de leurs commentaires plus ou moins subtils, et de tels sophistes ont existé de tout temps. Je pense notamment à tous ces professeurs et autres donneurs de leçons qui sont soit parfaitement satisfaits du peu qu'ils savent, soit se vantent de connaître un tas de choses dont ils n'ont en réalité pas la moindre idée. Tu as certainement dû déjà rencontrer quelques-uns de ces sophistes dans ta jeune vie. Un vrai philosophe, Sophie, c'est tout à fait autre chose. C'est en fait tout le contraire. Un philosophe est conscient qu'il sait au fond fort peu. C'est la raison pour laquelle il essaie sans cesse d'atteindre la vraie connaissance. Socrate était un de ces êtres exceptionnels. Il était conscient qu'il ne savait rien de la vie et du monde. Et avant tout, il souffrait vraiment de cette ignorance. Un philosophe est donc quelqu'un qui reconnaît comprendre fort peu de choses et qui en souffre. Vu sous cet angle, il fait davantage preuve d'intelligence que ceux qui se vantent de tout connaître. La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas, t'ai-je déjà dit. Socrate, lui, affirma qu'il ne savait qu'une chose, qu'il ne savait rien. Retiens bien cette formule, car cet aveu est rare, même chez les philosophes. C'est d'ailleurs même si dangereux de le déclarer publiquement que tu peux le payer de ta vie. Ce sont toujours ceux qui posent des questions qui sont les plus dangereux. Répondre,
ce n'est pas si compromettant. Une seule question peut être plus explosive que 1000 réponses. As-tu entendu parler des habits neufs de l'empereur? Il était en fait nu comme un verre, mais aucun de ses subordonnés n'osait le faire remarquer. Et tout à coup, un enfant s'écria qu'il était tout nu. C'était un enfant courageux, Sophie. Comme lui, Socrate osa dire tout haut à quel point nous autres hommes savons peu de choses. Nous avons déjà souligné combien les enfants et les philosophes se ressemblent. Soyons plus précis. L'humanité est confrontée à un certain nombre de questions qui n'offrent aucune réponse satisfaisante. Nous avons alors le choix. Soit se tromper soi-même, ainsi que le reste du monde, en faisant semblant de connaître ce qui se doit d'être connu, soit se fermer aux grands problèmes et abandonner définitivement tout espoir de progresser. L'humanité se divise ainsi en deux parties. En gros, les hommes font semblant de tout savoir, ou bien ils sont tout bonnement indifférents. Ces deux genres d'hommes rampent et se traînent tout au fond de la fourrure du lapin. Rappelle-toi. C'est comme partager un jeu de cartes en deux, chère Sophie. D'un côté les cartes noires, de l'autre les rouges. Mais de temps à autre surgit un joker, c'est-à-dire une carte qui n'est ni cœur ni trèfle, ni carreau ni pique. Socrate était un de ces jokers à Athènes. Il ne prétendait pas tout savoir et il n'était pas non plus indifférent. Il savait seulement qu'il ne savait rien, et cela ne faisait pas son affaire. Alors, il devint philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse pas tomber, quelqu'un qui inlassablement cherche à atteindre la vraie connaissance. On raconte qu'un Athénien interrogea l'oracle de Delphes pour savoir qui était l'homme le plus intelligent d'Athènes. L'oracle répondit que c'était Socrate. En entendant cela, Socrate fut pour le moins étonné. Je crois bien que ça l'a plutôt fait rire. Il alla tout de suite en ville trouver un homme qui passait à ses propres yeux et aux yeux des autres pour quelqu'un de très intelligent. Mais cette personne fut incapable d'apporter une réponse satisfaisante aux questions que lui posa Socrate, et ce dernier dut admettre que l'oracle avait peut-être raison. Il importait à Socrate de trouver une base solide pour notre connaissance. Selon lui, cette base résidait dans la raison de l'homme. Sa foi dans la raison de l'homme fait de lui un rationaliste. Une juste vision des choses conduit à une action juste. J'ai déjà mentionné le fait que Socrate prétendait entendre une voix divine en lui et que cette conscience lui disait ce qui était juste. Celui qui sait ce qui est bien fera aussi le bien, répétait-il. Pour lui, une juste vision des choses conduit à une action juste. Seul celui qui fait ce qui est juste est un homme juste. Quand nous agissons mal, c'est parce que nous sommes dans l'erreur. C'est pourquoi il est si important de parfaire ses connaissances. Socrate tenait à définir clairement et une bonne fois pour toutes ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Contrairement aux sophistes, il pensait que la faculté de discerner entre le bien et le mal se trouvait dans la raison de l'homme et non dans la société. Tu as peut-être du mal à digérer tout cela, Sophie. Je fais une nouvelle tentative. Pour Socrate, il était impossible d'être heureux si l'on agissait contre ses convictions. Et qui sait comment être heureux fera tout pour l'être. C'est pourquoi celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste. Car quel homme souhaite être malheureux? Et toi, qu'en penses-tu, Sophie? Peux-tu vivre heureuse si tu fais sans cesse des choses que tu sais très bien, en ton fort intérieur, ne pas être justes? Il y en a beaucoup qui passent leur temps à mentir, voler et calomnier les autres. Eh bien, tu ne penses pas qu'ils savent néanmoins parfaitement que ce n'est pas bien, que ce n'est pas justifié, si tu préfères? Crois-tu que cela les rende heureux?
Socrate, lui, ne le croyait pas. Quand Sophie eut achevé la lecture de la lettre sur Socrate, elle la rangea vite dans la boîte et sortit de sa cabane. Elle voulait être à la maison quand sa mère rentrerait des courses, afin de ne pas avoir à dire où elle avait été. D'ailleurs, elle avait promis de faire la vaisselle. Elle venait de faire couler l'eau quand sa mère fit irruption avec 2 énormes sacs de provisions à la main. À peine avait-elle posé ses sacs qu'elle lança. « Tu n'es vraiment pas dans ton état normal en ce moment, Sophie. » Sans trop savoir pourquoi, Sophie répondit du tac au tac « Socrate non plus. » « Socrate ?» Sa mère écarquillait les yeux. « C'est seulement dommage qu'il ait dû expier ça par sa mort, » poursuivit Sophie profondément plongée dans ses pensées. « Écoute, Sophie, je ne sais vraiment plus quoi penser. » Socrate non plus. Il ne savait qu'une chose, et c'était qu'il ne savait rien du tout. Il était pourtant l'homme le plus intelligent d'Athènes. Sa mère resta sans voix. « C'est quelque chose qu'on t'a appris à l'école ?» se hasarda-t-elle à demander. Sophie secoua énergiquement la tête. « Oh, c'est pas là-bas que j'apprends quelque chose. Tu vois, la grande différence entre un professeur d'école et un vrai philosophe, c'est que le professeur croit connaître un tas de choses qu'il n'arrête pas de vouloir faire apprendre de force à ses élèves, alors qu'un philosophe essaie de trouver des réponses aux questions qu'il se pose avec ses élèves. »« Ah, tu veux encore parler de cette histoire de lapin blanc? Tu sais, il me tarde de rencontrer ton petit ami. Je commence vraiment à croire qu'il est un peu bizarre. » Sophie s'arrêta un instant de faire la vaisselle et, se tournant vers sa mère, la brosse à la main, « Ce n'est pas lui qui est bizarre. Il est comme la mouche du coche qui essaie de déranger les autres, pour les obliger à sortir de leur petit train-train mental. »« Bon, ça commence à bien faire. Mais pour qui il se prend, celui-là » Sophie baissa la tête et se remit à faire la vaisselle. « Ce n'est ni un savant ni un petit prétentieux. Il aimerait simplement accéder à une vraie connaissance. C'est ce qui fait toute la différence entre un vrai joker et les autres cartes du jeu. »« Tu as dit un joker ?» Sophie fit signe que oui et enchaîna. « Est-ce que tu ne t'es jamais demandé pourquoi il y a autant de cœurs, de carreaux, de trèfles et de piques dans un jeu de cartes, mais seulement un joker ? Mais enfin, qu'est-ce que tu me chantes là ? Et toi alors, avec tes questions ?» Sa mère avait fini de ranger ses achats. Elle prit son journal et passa dans le salon. Sophie eut l'impression qu'elle claquait la porte derrière elle avec une certaine violence. La vaisselle terminée, elle monta dans sa chambre. Elle avait rangé le foulard rouge en soie tout en haut de l'armoire à côté du Lego. Elle alla le chercher et l'examina attentivement. Hilde